Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition je dirais même, d'Amulart, un show dédié à la créativité, à l'art et aux acteurs et aux actrices de cette créativité et de cet art. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une femme exceptionnelle qui, en plus, j'ai la chance, fait partie de ma famille, chut, qui est galeriste, qui a créé un super concept qui s'appelle Moonlook et qui fait énormément de choses autour de l'art pour dénicher des talents de l'Afrique et les révéler. Donc, bienvenue à toi, Nelly. Merci beaucoup Valérie pour ton invitation. Avec grand plaisir. Comment est-ce que tu vas? Je vais assez bien, ouais. Malgré les temps qui courent. Malgré les temps qui courent. Ok, super. Alors Nelly, est-ce que déjà tu pourrais nous décliner ton identité? Qui es-tu aujourd'hui à ce moment T? Parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Ouais. T'en es où? Alors, donc je m'appelle Nelly Wanji. Je suis, on va dire, pluridisciplinaire. Je touche à pas mal de choses. Et mon métier principal est quand même autour de l'univers des marques. Comment on crée une marque, comment on raconte son histoire à travers une marque et comment on valorise les savoir-faire. J'ai commencé, ma tentative entrepreneuriale a commencé par une plateforme qui se construit au jour le jour, qui grandit et qui évolue, qui mute en fonction des besoins de ceux à qui elle s'adresse. Donc c'est la plateforme Moonlook qui a pour mission première de dénicher, de valoriser et de promouvoir les talents du continent africain, principalement dans le secteur de la mode et du design dans un premier temps, mais en accompagnement sous-jacent de tout ce qui gravite autour des métiers d'art, notamment que ce soit les métiers d'art appliqués à la mode, comme notamment tout ce qui est embellissement des pièces, ennoblissement, la broderie, le perlage, des choses comme ça. En parallèle de ça, donc, il y a quelques années, j'ai eu envie d'explorer aussi d'autres champs artistiques. Donc, je me suis lancée dans l'ouverture d'une galerie. Yes. J'ai appris en fait à devenir galériste. Je pense que on va à l'école, il y a certains qui vont à l'école pour devenir galeriste, mais moi je suis pas allée à l'école, je suis allée sur le terrain. L'école de la vie, quoi. Voilà, donc j'ai créé un espace. Cet espace avait vocation justement à toujours montrer la créativité du continent africain. Donc je touchais à plusieurs catégories de créativité. J'ai montré de l'art visuel, de la peinture, j'ai montré de la photographie, la sculpture, le design et la mode. Le fil rouge à chaque fois, c'était l'esthétique des pièces et l'authenticité en fait des ateliers qui les confectionnent, ou alors l'authenticité de l'artiste ou le propos de l'artiste. Donc c'était une recherche purement esthétique, si je puis dire, autour de la création du continent africain. Donc je faisais dialoguer parfois des tableaux avec des robes, voilà, c'était vraiment une recherche artistique. Je faisais ça, mais je dis ça pourquoi? Parce que j'ai fermé la galerie maintenant. Avec tout ce qui se passe sur le plan social, c'était pas économiquement sustainable de garder ce lieu à Paris. Donc aujourd'hui, je suis plus une galerie nomade. Je conçois toujours des projets d'exposition. Je collabore notamment sur la partie exposition avec des institutions internationales et en France notamment avec l'Institut français avec qui je suis en ce moment sur la construction d'une exposition autour des métiers d'art en partenariat avec notamment le salon Révélation qui est un salon qui révèle les exceptions en matière de métiers d'art du monde entier. Donc j'ai commencé un peu sur ce salon comme curatrice pour le Cameroun. Donc j'avais pour rôle de dénicher au Cameroun des talents, des ateliers qui faisaient des choses. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de construire un autre projet un peu dans la même dynamique. Donc voilà un peu qui je suis. Je pense que je suis un peu entrepreneur, beaucoup esthète, parce que j'aime les belles choses et j'aime découvrir des nouvelles belles choses que je fais découvrir à un public plus large, un public de collectionneurs notamment, et parfois aussi un public de personnes qui ne connaissent pas ces formes d'esthétique-là ou ces esthétiques de ces origines-là. Et on va dire que l'objectif le plus fondamental dans mon travail, c'est de placer aussi l'Afrique sur la carte du monde de ces belles choses. Parce que je trouve que l'Afrique n'est pas souvent présente. Quand on parle d'artisanat en Afrique, on a ce regard de l'artisanat qui n'est pas abouti, de ces pièces qui ne sont pas bien magnifiées. Alors que quand on fouille un peu, on va un peu plus loin dans les fins fonds des marchés, même dans des endroits qui ne sont pas du tout représentés dans des marchés ou des choses comme ça, on trouve des ateliers, on trouve des familles qui sont des artisans depuis plusieurs générations, qui savent
faire de la gravure sur bois, qui embellissent des pièces, qui font de l'ennoblissement en perlage, des choses comme ça. Donc la personne que je suis aujourd'hui, voilà, c'est, on va dire, si je devais me définir de façon un peu plus évolutive, je suis une esthète qui explore les esthétiques d'Afrique à travers les objets et les savoir-faire. Est-ce que tu as toujours su que c'était ça que tu voulais faire? Soit travailler dans l'art, soit travailler... Tu travailles dans l'art, tu travailles pour l'art, tu travailles avec l'art, c'est quoi? Non, j'ai pas toujours su que je voulais faire ça. J'ai grandi dans une famille un peu conservatrice, une famille de classe moyenne conservatrice qui m'a poussée à aller à l'école, faire des études normales. J'ai été orientée au départ de ma formation vers des études très formelles de comptabilité, de gestion d'entreprise. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma formation supérieure. Ensuite, j'ai bifurqué vers le commerce international. Donc non, rien ne me prédestinait à venir dans cet univers-là. Je pense que ce qui m'a nourri et qui m'a attiré encore davantage dans cet univers-là, c'est Paris. D'accord. Paris, qui est une capitale, qui est la capitale de la création et qui est une capitale très cosmopolite, dans laquelle on est exposé souvent à différentes formes d'esthétique de partout dans le monde. Quand on est à Paris et qu'on est curieux un peu, voilà, en faisant une avenue entre les vitrines, on découvre plein de choses, que ce soit de l'art, du design, de la mode ou de la création sous toutes ses formes. Donc, on va dire, avec la curiosité que j'avais quand je suis arrivée à Paris, voilà, je sais pas, j'ai commencé avec des galeries, des musées, après les boutiques, après au fil des conversations, on a envie d'aller un peu plus loin. Donc, je pense que c'est plus ma curiosité qui m'a menée vers cela. Même si, on va dire, en dernière année, en formation un peu plus formelle, j'ai étudié l'histoire des marques centenaires. Et l'histoire des marques centenaires m'a en fait attirée vers ce travail-là que les grandes maisons ont, par exemple, de magnifier la matière, de développer des belles histoires autour de leur savoir-faire et surtout d'avoir l'ambition de diffuser à grande échelle dans le monde entier. Même si on dit que oui, le luxe est unique, c'est pas si diffusé que ça. Ça, c'est aussi du marketing. Bien sûr. De dire que voilà, quand on est un artisan plumassier basé dans un petit quartier du 11e, comment on fait pour venir créer une pièce pour, je sais pas moi, une femme qui collectionne en Chine, par exemple. Comment on fait pour faire découvrir son travail en Chine? Et pourquoi ce ne serait pas le même postulat pour, je sais pas, une brodeuse basée dans le fin fond de Bangoulap, qui fait les plus belles pièces du monde et qui les ramènerait sur un salon comme révélation. Donc c'est vraiment ces conversations-là que moi je veux créer. Et on va dire que où je suis arrivée, c'est aussi une combinaison de plusieurs choses dans ma formation un peu plus formelle de commerce international, de ce à quoi ça sert dans un environnement international macroéconomique, de créer des dynamiques aussi de commerce à des échelles de valeur égales, sans dire que ce qui viendrait d'Afrique serait moins bien que ce qui serait fait, je sais pas, dans le Jura ou en Bretagne ou en Suisse. Voilà, sortir de cela et vraiment être dans une quête de l'authenticité des peuples, de l'authenticité de leur savoir-faire et les aider à raconter leurs histoires avec un positionnement libéré, décontracté, mais élégant, toujours aussi un peu dans une forme d'intemporalité parce que voilà, la matière est intemporelle et c'est notre regard qui lui donne une forme de contemporanéité ou voilà. Oh, c'est très joli ce que tu dis, c'est hyper poétique. J'aime bien, je pense que tu as absolument raison, je pense qu'il y a toute cette notion de marketing qui n'a pas... par exemple, nous, on a un marketing qui ne nous a pas spécialement servi, parce qu'on nous appelle quand même, on appelle nos arts les arts premiers. C'est ça. Donc, il y a toute cette idée qui est construite autour de nos créations et de ce savoir-faire qui est très très bien fait dans des maisons d'haute couture. Quand tu regardes les vidéos où ils parlent du savoir-faire de Dior ou de Chanel, et c'est une image un petit peu tamisée et puis on voit les petites mains. C'est de la mise en scène. Exactement. Et c'est ça qui donne la valeur également. Et on se dit waouh, c'est incroyable. Mais en effet, c'est la façon de se raconter. C'est l'enveloppe finalement qu'on crée autour de ce savoir-faire ou de ce grand créateur qui devient grand aussi par la dimension qu'on lui donne et par la perspective par laquelle exactement. Donc c'est sûr que quand on regarde les gens qu'on est en bas et qu'on les regarde en haut, ils ont une grandeur. Mais si on a l'habitude alors je vais pas dire dénigrer parce qu'on m'a dit que c'était un terme qui était une forme de racisme ordinaire.
Même on s'est tombé tellement dans notre langage. Ouais, je sais, mais ouais, mais tu vois, dénigrer, nègre dans le nigré. Mais le fait juste de regarder de haut, en fait, forcément, tu enlèves de la valeur. D'une position un peu suffisante. Exactement, ouais. Et donc, quoi, donc, est-ce que tu pourrais te définir comme une sorte d'enveloppeuse? Du coup, tu redonnes... Oui, je pense que c'est vraiment ça. Si je prenais le terme anglais, voilà, je ferais des packaging. Yeah. J'enveloppe, je fais des packaging autour des gens qui ont quelque chose à dire, qui le disent à travers des vêtements, des accessoires, à travers une œuvre d'art. Donc voilà, de trouver les mots justes et de trouver les mots aussi que je ne dirais pas qu'ils s'internationalisent facilement, mais les mots que tout le monde peut comprendre d'une certaine façon, sans tomber dans une sophistication à outrance, parce que la simplicité, c'est ça aussi qui fait la beauté, le fait de dire les choses telles qu'elles sont. Mais déjà de trouver ce langage commun que se partagent les gens de cette communauté, de ce village international de l'esthétique, en étant sur les bonnes places, tout simplement, en allant présenter par exemple une pièce qui est faite je sais pas, à Bolgatanga dans le nord du Ghana, la mettre en discussion avec une pièce qui est faite, je sais pas moi, en Bretagne par une maison de tradition française, parce que c'est pas parce que ça vient de Bolgatanga que ce n'est pas une maison de tradition ghanéenne. Exactement. Donc il faut vraiment décomplexer aussi les gens, parce que quand on dit maison, je ne sais pas ce qu'ils visualisent, mais c'est vrai que le fait de dire maison, ça pose le cadre. Alors que nous, par exemple, dans notre récit, on n'a pas ces termes-là qui posent le cadre. Parce que aussi derrière, on n'a pas la formation, on n'a pas l'accompagnement. Il y a plein de facteurs que nous n'avons pas, qui font que par exemple, on a tendance à penser qu'on est plus petit, on veut être plus modeste, on ne veut pas trop en dire. On dit oui, c'est ma grand-mère qui fait ça au village, parce qu'on a ce regard de la grand-mère. Quand la grand-mère au village, ça veut dire qu'elle n'est pas éduquée, elle n'est pas lettrée, elle n'est pas allée à l'école. Et tout ce qui vient avec, qui fait que nous, on n'a pas cette envie de valoriser. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, les choses les plus précieuses sont celles-là qui viennent de nos villages. Oui. C'est ces endroits qui ont été le moins altérés par, on va dire, le consumérisme à outrance, où il y a encore une forme d'authenticité. Et c'est ça qui vaut la peine d'être montré et raconté, quoi. C'est vrai que la notion de valoriser, elle est possible quand tu te donnes de la valeur. Mais quand tu n'as plus eu l'habitude, pour des raisons historiques ou d'autres raisons, de te donner cette valeur-là, tu as souvent besoin du regard de l'autre pour te valider. Et ce qui est hyper intéressant et ce qui se passe, je pense, au niveau de la culture et de l'art africain, si on peut définir qu'il y en a un, parce qu'il est multiple. Oui, pluriel, bien sûr. C'est exactement, j'ai l'impression que c'est le même chemin qui se fait à un niveau individuel, où on apprend à se donner à notre valeur et à se rappeler que ce qu'on est en termes de couleur de peau, de carnation de peau, d'héritage culturel, est une force et est une richesse. Et elle vaut autant que, comme tu l'as dit, la maison qui se trouve en Bretagne, où on fait depuis des années du tissage ou de la broderie. C'est ça, exactement. Mais il y a quand même j'ai l'impression que... est-ce qu'on a besoin du regard de l'autre, en fait, pour pouvoir apprécier, finalement, notre art à sa juste valeur? Non, on n'a pas besoin du regard de l'autre pour apprécier qui on est, mais on a besoin déjà d'avoir conscience de qui on est, pas vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa place sur la terre, vis-à-vis de ce qu'on représente. On a besoin de le savoir, d'en avoir conscience, sinon on est facilement attiré par ce que l'autre fait, parce qu'on ne sait pas quelle richesse on a. Et je pense que cette problématique-là qu'on peut retrouver justement, notamment dans l'art, de dire que pourquoi l'art aujourd'hui contemporain africain n'est valorisé que par des collectionneurs occidentaux, pourquoi la mode africaine devient sexy quand c'est Beyoncé qui porte, pourquoi la création africaine n'est sexy que quand on la retrouve en Occident. C'est une problématique aussi de définition d'une forme d'identité africaine qui serait appropriée par les Africains en premier, qui n'auraient pas besoin d'accepter cette esthétique-là parce que les autres les ont acceptées, mais qui l'accepteraient parce que ça fait foncièrement partie d'eux, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur héritage. Et je pense qu'on ne peut pas blâmer ou dire que ce n'est pas bien, parce que on effacerait un peu les conséquences de ce qu'on a subi culturellement. Il ne faut pas oublier que culturellement, on est dans une guerre de symboles depuis 500 ans, avec beaucoup qui ont voulu effacer nos singularités pour nous ramener dans une forme d'homogénéité. On le voit très bien avec le développement
des marques internationales qui se diffusent de la même façon à Paris, à Rio, à Tokyo. C'est exactement les mêmes choses qu'ils vendent, comme si tout le monde devait faire la même chose, tout le monde devrait être pareil. Et on harmonise en fait les hommes comme si on était devenus des pions sur un échiquier, comme si on n'avait pas de singularité. Donc à partir du moment où on commence à s'intéresser à sa singularité, à s'intéresser à son histoire, à s'intéresser à l'histoire de son voisin, de celui qui est directement à côté de nous, sans forcément rêver de celui qui est à 1000 km ou à 5000 km, on se pose des questions sur soi-même et on apprend à se réapproprier notre identité. Et je pense que quand on est dans ce cheminement-là, oui, on n'a pas besoin du regard de l'autre pour nous dire que ce qu'on fait est bien, parce que l'autre, qu'est-ce qui fait que ce que lui fait est bien? Surtout que la plupart du temps, l'autre aussi lui-même a besoin du regard de l'autre pour se dire que ce qu'il fait est bien. C'est-à-dire qu'en fait, on demande l'avis de quelqu'un qui a aussi besoin de la vie pour se sentir bien. Mais il y a un truc que tu as dit qui est hyper intéressant sur cette notion d'identité. Parce que tu as parlé d'héritage, tu as parlé de transmission et d'histoire, et tu as parlé notamment de Beyoncé, et le fait qu'il fallait... Alors, quand il y a une célébrité comme elle qui porte, à quel moment est-ce qu'on définit une identité africaine? Parce que typiquement, toi et moi, toi par exemple, tu es né au Cameroun, tu es arrivé il y a quoi, une quinzaine il y a 17 ans maintenant. Voilà, moi je suis née en France aujourd'hui, donc je ne suis pas née au Cameroun, mais j'ai des origines camerounaises. D'autres personnes, des Américains par exemple, ne sont pas nés directement aux États-Unis, mais si on remonte dans leur descendance, on peut trouver du sang. À quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on a une identité africaine et que du coup il y a peut-être cette forme de légitimité? Je pense que c'est prématuré de vouloir donner à tous les Africains une identité africaine. Déjà, moi, je crois forcément à la singularité des êtres humains. On peut être né dans la même famille, même père, même mère, mais on a deux caractères différents, deux approches différentes. Parce qu'on a eu des parents différents aussi. Exactement. Ou même que notre regard de la vie ou notre sensibilité à certaines choses ne sont pas similaires. Je crois vraiment à la singularité des hommes. Maintenant qu'on est des socles de valeurs communs, c'est des socles de valeurs qu'on peut avoir en commun parce qu'on est de la même famille, mais on peut retrouver ce socle de valeurs dans une autre communauté, au Japon par exemple. Ce que moi je trouve très, très fort, c'est quand tu as des socles de valeurs que tu as par exemple dans le travail, par exemple dans les métiers d'art, ce sont des choses, c'est du travail. Ce sont des valeurs du travail. Les valeurs de la persévérance, les valeurs de la résilience. Parce que quand tu dois broder, par exemple, 1 million de perles sur une pièce et que tu le fais en 800 heures, il te faut de la résilience. De la résilience et de la patience. Et ça, ce sont des socles de valeurs que tu peux retrouver, par exemple, au Cameroun, chez des perleuses camerounaises, que tu peux retrouver chez les Zoulous, que tu peux aussi retrouver ailleurs dans le monde. Donc, je crois plus en ces socles de valeurs-là. Et je pense que quand on a tendance à dire la culture africaine, c'est comme si on voulait l'opposer à une culture européenne, une culture asiatique. Bien sûr, il y a des courants de culture, mais comme ça, de mettre des peuples dans des boxes, moi, je trouve ça prématuré parce que, comme tu disais tout à l'heure, tes voyages te nourrissent. Mes voyages m'ont nourri. Il suffirait que je sois partie, je sais pas moi, au Japon, je sois allée dans la région de Kobe et que j'ai découvert des choses qui ont influencé, si j'étais une artiste, mon travail. Du coup, on dirait que c'est quelle influence. Des fois, quand je vois les trucs, tu sais, pour les restos japonais, ils disent afro, non, ils ont un terme là. C'est pas nouvelle cuisine, mais quelque chose un peu plus en mode, c'est... Fusion, ça veut dire quoi, fusion? Ça veut rien dire. Ça veut tellement rien dire. Moi, je pense qu'on devrait définir les gens par eux, de dire, j'aime cette cuisine parce que c'est la touche de Nelly. J'aime cette cuisine parce que c'est la touche de Valérie. C'est Valérie qui m'intéresse. C'est pas le fait qu'elle soit noire, camerounaise d'origine, tout ça qui m'intéresse. C'est ce que Valérie propose qui m'intéresse parce que le parcours de Valérie est intéressant. Et c'est ça qui fait qu'elle peut proposer cela dans son travail. Donc, quand on veut aller dans une forme d'africanisation des gens, je trouve que c'est prématuré parce que quand tu prends les maisons françaises, par exemple, elles ne sont jamais dans ce propos-là. Elles sont dans un propos de nous, on a un savoir-faire d'exception. Mais parce qu'il y a un côté élitiste aussi. Donc, pour faire partie de l'élite, il faut se dire qu'on est là et il y a les autres. Mais nous sommes là. Mais nous aussi, chez nous, il y a ça. Il ne faut pas oublier. Parce que tu sais, tous nos artisans qui travaillent les objets des rois et de tout ça, c'est aussi une élite. Bien sûr. Tu vois, par exemple, au Burkina Faso, dans la communauté des bronziers, il y a des ethnies qui ne peuvent pas toucher le bronze. D'accord. Parce qu'ils estiment qu'ils sont pas... On estime qu'ils sont pas... Ils méritent pas. D'accord, c'est comme l'histoire de certaines castes. C'est ça. Il y a un problème là à ce niveau de dire non, c'est pas assez noble. Tu es pas assez noble. Ou bien ton origine n'est pas assez noble pour que tu touches ça.
Tu vois, il y a aussi même je ne dis pas que c'est bien, hein, bien mais sûr. je dis, il y a aussi ce regard Bien de dire, sûr. voilà, c'est une forme d'élite qui peut faire certaines choses et même la transmission de certains savoir-faire peuvent se faire à certaines personnes et pas d'autres. Et pareil chez nous-mêmes, tu vois, nous, en peuple amileke, il y a des rituels que tout le monde ne peut pas savoir. Parce que oui, il y a aussi ce côté de magie qu'il faut entretenir, de mystère autour de notre culture, parce qu'il ne faut pas la diffuser comme ça à tout le monde si ça devient commun. Et donc je pense que ce que les Européens ont, ou bien ce que certaines marques françaises peuvent avoir, on n'en a pas moins, on a les équivalents chez nous, c'est juste que c'est pas valorisé de la même façon. Voilà, il nous faut des marketeurs. C'est pas présenté de la même façon. Donc je me dis, moi je n'aime pas tomber dedans cela, parce que même quand tu vas, je sais pas, à Avenue Montaigne, tu vois toutes les grandes maisons françaises installées à Avenue Montaigne, elles font chacune des choses singulières. On les définit pas en disant savoir-faire, même si après sur le plan marketing on dit savoir-faire à la française, parce que c'est bon pour vendre ça au Japon, pour vendre ça à machin. Donc je pense que ça peut être une clé d'entrée sur le plan marketing, mais il faut vraiment pas pour le collectionneur, pour le consommateur, qui se dise qu'il va aller dans ce sens parce que ce sera un courant de style. Il faut qu'il aille vraiment se documenter sur l'artiste, sur le designer, sur le créateur, pour aller voir ce qu'il y a de singulier dans le parcours de ce créateur qui fait qu'il crée ce qu'il crée en fait. Parce que sinon après, c'est comme interdire par exemple à un Gabonais de faire de l'origami. Pourquoi on lui refuserait de faire? Si ça l'intéresse de faire de l'origami, il a le droit. Et il peut, je veux dire, il y a des choses aussi, on va pas inventer la roue, quoi. Je veux dire, il y a des choses qui sont aussi universelles, qu'en fonction du développement des hommes et de leurs besoins de vie dans la société, ça émergeait de la réflexion. Je veux dire, bien sûr, il y a des inventeurs, mais il y a des choses aussi qui sont naturellement évidentes. Donc, on peut avoir cela dans des peuples en Afrique, on peut avoir en Asie. C'est comme la teinture à l'indigo ou bien les différentes formes de batik que tu peux retrouver, par exemple, en Afrique, tu peux retrouver en Asie. Donc, moi, j'ai toujours ce problème-là de dire, je ne veux pas mettre une étiquette sur les gens, tu vois. Mais après, c'est vrai que en clé d'entrée marketing, de dire créativité africaine, au moins on comprend, tu vois, on a une idée globale de ce que c'est et ça permet de mettre un début de cadre et aussi de dire voilà le titre du livre et maintenant il y a 1 milliard de chapitres à l'intérieur. Ça peut être une clé d'entrée. Ou alors on arrête de faire des anglicismes parce que quand on dit créativité africaine, c'est un peu traduire African creativity comme ça, mais ça peut être créativité d'Afrique, c'est-à-dire que ça vient de l'Afrique, mais ça peut être de plusieurs inspirations possibles. Parce que le pire, c'est qu'on autorise, par exemple, des grandes maisons françaises. Je me rappelle, il y a une grande maison de joaillerie qui, il y a quelques années, s'est inspirée justement du peuple Maasai pour développer une ligne de joaillerie. Quand tu dis autorisé, tu entends quoi? Parce qu'il y en a d'autres qui ont crié à l'appropriation culturelle. Ouais, mais en fait, ils disent que la nuance, que l'appropriation culturelle arrive à partir du moment où les gains financiers de cette création-là ne reviennent pas à la culture d'origine. Et là, il y a des gains financiers qui sont... Oui, mais j'ai envie de dire, tous mes amis africains créateurs là, qui font des jeans, là, ils ont créé les jeans quand? Bien sûr. Donc arrêtons, parce que ça ne sert à rien de tomber dans cette guéguerre-là. Si tu vois que l'autre est meilleur que toi, il performe mieux que toi, ne te pose pas la question de oui, il a performé mieux que moi parce qu'il a copié des choses chez moi. C'est-à-dire, mais comment il fait pour performer mieux? Comment est-ce que moi je peux performer mieux? Parce qu'il y a plein de créateurs africains qui s'inspirent tous les jours d'autres créateurs du monde entier. Donc, c'est pas parce qu'ils font moins d'argent qu'ils ne piquent pas aussi les idées des autres. Donc, si on veut vraiment être... Soit on fait 2 poids 2 mesures, mais si on veut vraiment être équitable... Est-ce qu'on est vraiment équitable? On peut discuter ça toute la soirée. Mais je pense que si on veut être vrai aussi et accepter les choses telles qu'elles sont, il faut se challenger. Au lieu de toujours dire qu'on est moins bien parce que l'autre ne nous a pas aidé à être mieux, il faut plutôt se dire que comment l'autre a fait pour devenir mieux en fait. Il ne faut pas se mettre dans la position de il faut qu'on t'aide. Il faut te mettre dans la position de il faut que toi-même tu t'aides d'abord. Et demain, quand tu auras bien performé, peut-être les autres diront que tu les as copiés. Mais moi, je trouve que ce débat d'appropriation culturelle, c'est un débat creux, à mon avis. Même si je pense que les grandes entreprises ont une responsabilité sociale vis-à-vis des peuples qui sont des peuples qui sont par exemple en train de disparaître. Ils ont une responsabilité de que s'ils s'inspirent de ce savoir-faire, qu'il y ait au moins un échange. Moi, ce que je cherche, c'est qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un échange d'égal à égal, de dire, ok, on est venu vous voir parce qu'on aimerait
travailler avec ce que vous faites nous intéresse et du coup qu'ils labellisent bien dans cette collection. Alors on est allé en Côte d'Ivoire, on s'est inspiré, on est allé à Korogo, on a rencontré des artisans de Korogo tisserands et on a collaboré avec eux parce qu'on aime leur savoir-faire. Là, ce serait bien. Mais aujourd'hui, on les a autorisés à le faire parce que je trouve que nous, on n'a rien fait. Ouh. Non, on a fait très peu. Je veux dire, sur le plan de la valorisation des savoir-faire, regardons-nous en face, regardons nos gouvernements, regardons nos villages, regardons nos artisans. On ne les entretient pas, on ne les encourage pas, on ne promeut pas ce qu'ils font. On y va jusqu'au point où on est prêt à promouvoir ce que l'autre nous a importé, à défaut de promouvoir qui on était avant que l'autre ne nous importe des choses. On est même allé au point d'oublier qui on était avant d'être colonisé. Donc je dis à un moment, si on laisse le terrain libre aux autres, désolé, si ça les inspire, que ça les inspire, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être radical de dire ça comme ça, mais je veux dire, c'est bien fait pour nous si on n'est pas éveillé plus pour vraiment défendre aussi nos territoires, tu vois. C'est pas la cour de bisounours, tout le monde se fait des bises en mode clairement pas. C'est quand même un marché, il y a du challenge, il y a des choses à gagner, donc c'est le plus performant qui gagne. Ok. Donc, l'appropriation culturelle, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton positionnement par rapport à ça? L'appropriation culturelle, je pense qu'elle existe déjà parce qu'il y a des territoires qui sont inexplorés en termes de créativité. Je comprends que ça puisse choquer quand on a une grande maison qui va, par exemple, sur un continent que les gens ne connaissent pas très bien, qui va dans un village, s'inspire de ce village pour faire toute une collection. Je comprends que ça puisse choquer. Mais j'ai envie de dire aussi à ceux qui sont choqués, comment se sentent-ils quand on a des jeunes créateurs qui viennent à Paris, s'inspirer de Paris et en font des collections qu'ils vendent. Je veux dire, si on est dans un propos d'égal à égal, qu'on accepte en fait être une source d'inspiration pour les autres. Le vrai problème sous-jacent de l'appropriation culturelle, c'est que les industries culturelles africaines ou de certains continents, même en Amérique latine, ne sont pas assez structurées pour être transformées en cash machine. Parlons. Donc c'est vraiment une question monétaire, toi, je pense que c'est dans un truc capitaliste. Je pense que c'est une question monétaire parce que en fait, il y a une limite. Ouais. Quand on est dans parce qu'il y a appropriation, appréciation. Je pense que souvent on a tendance à targuer les grandes maisons d'appropriation quand ils sont dans, je dirais, une forme d'appréciation puisqu'ils disent qu'ils s'en inspirent. Ils s'en inspirent, que ce soit l'univers des palettes de couleurs, que ce soit la façon dont les silhouettes sont construites. C'est pas comme si les vêtements, ils le font là-bas. Je pense pas qu'ils s'approprient quoi que ce soit puisque la culture est libre, la culture est mouvante, la culture appartient à tout le monde, elle n'appartient pas juste à une personne, il n'y a pas un numéro de référence de quelqu'un là-dessus. Je veux dire, si tu vis je prends un exemple, à Bana, tu arrives à Paris, tu vas dans une fromagerie et que tu aimes le fromage, quand tu rentres chez toi à Bana, tu dis mais en fait vous avez une façon de recueillir le lait de chèvre, de le conserver et d'en faire quelque chose. Si tu refais la même chose, est-ce qu'on va dire que tu t'es approprié culturellement le fromage des Français? En fait, je pense que tu as dit quelque chose qui est assez juste. Alors moi, par rapport à l'appropriation culturelle, je suis un peu... c'est un peu, tu vois, c'est pas le flou, mais je trouve que c'est plus complexe que juste dire je suis pour ou je suis contre. Mais il y a quelque chose que tu as dit qui m'a touchée, c'est le fait que quand on est supposément d'égal à égal, on ne considère pas qu'il y a une appropriation culturelle. Et en effet, je pense qu'il y a un positionnement dans lequel on se considère d'une manière ou d'une autre en dessous, ou les autres se considèrent au-dessus. Ce qui est gênant, selon moi, dans l'idée de l'appropriation culturelle, d'une part, c'est que, comme tu l'as dit, les cultures sont mouvantes. Donc, à un moment donné, la cravate, c'est d'une certaine origine. Le jean, la jupe, c'est d'une certaine origine. On est d'accord. Maintenant, quand on est face à, grosso modo, quand on prend les grosses cases et qu'on dit, OK, l'appropriation culturelle, la plupart du temps, ce sont des marques occidentales qui le font à l'encontre de marques, a priori, africaines, ou peut-être qu'il y a sûrement la même chose dans d'autres. À l'encontre, dans quel sens? Parce qu'il y a cette dynamique d'oppression, opprimé. Oui, mais ça veut dire, opprimé, oppresseur, opprimé. Et en fait, c'est la continuité, si tu veux, de cette histoire coloniale, esclavagiste, tout ce que tu veux. Et je pense que c'est dans ce sens-là que c'est... Moi, j'ai envie de dire dans l'autre sens. Je me positionne très bien dans l'autre sens. Je suis le peuple opprimé. Quand vous êtes venu m'opprimer, vous m'avez importé plein de choses que j'ai ensuite adoptées. À ce moment-là, on appelle ça comment?
Je ne sais pas. Ça dépend comment est-ce qu'on te le donne. Parce qu'il y a venir s'inspirer et le mettre et te le... Moi, je trouve que c'est encore plus pernicieux, plus vicieux et même plus mesquin. Je vais prendre un exemple très simple. Le secteur des textiles en Afrique. Aujourd'hui, tu te rends compte que 95% du coton africain est exporté. Mais que les Africains sont les premiers à acheter des tissus importés. Tu dis, mais il est où le problème? Le problème est quand même fondamental sur le fait que les Africains aujourd'hui ont carrément délaissé la production de ce qu'ils portent aux autres. Pourquoi, selon toi? En fait, il y a plein de problèmes structurels qui font qu'on en arrive là. Il y a les plans d'ajustement structurel qui avait été imposé par le Fonds monétaire international à la fin des années 90, qui a fait que la compétitivité des produits africains n'existait plus sur le marché international. Du jour au lendemain, les monnaies africaines ont perdu de leur valeur. Ça devenait trop cher d'acheter, par exemple, des machines importées pour transformer localement et pour revendre sur le marché local, le marché international. Les Africains ne devenaient plus du tout compétitifs dans la production industrielle. C'est aussi comme ça que beaucoup d'ateliers de confection, de transformation, de filature se sont arrêtés. Je pense que au lieu de prendre le prétexte de l'appropriation culturelle pour dénoncer une forme d'oppression économique, je pense qu'il faut dénoncer l'oppression économique en allant attaquer les vrais problèmes sous-jacents. Il ne faut pas dire que oui, parce que Valentino s'est inspiré de l'Éthiopie ou des Maasai ou des machins, il perpétue une forme d'oppression. J'ai envie de dire, les gars, à un moment, il faut faire la part des choses. Si on veut dire que la culture, c'est quelque chose de mouvant, autant que je m'inspire d'un film français ou d'une chanson française, ou même que je parle le français, est une appropriation d'une culture qui n'est pas la mienne, il faut qu'on accepte aussi que de l'autre côté, l'autre puisse faire quelque chose. Sachant qu'on n'est pas dans un monde où tout est égal. On est dans un monde où il y a un dysfonctionnement profond et que pour moi, les dénonciations creuses ne servent à rien. Mais dans la notion d'appropriation, parce qu'il y a une petite nuance par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que quand tu exprimes ça, c'est comme si, de manière volontaire, on avait décidé de parler le français ou l'allemand ou le portugais, qui sont des langues pour moi qui nous ont été imposées d'une certaine manière à un moment donné de l'histoire et qui font qu'on a, pour la plupart, sauf certaines personnes qui ont tenu à transmettre leur langue maternelle et paternelle, délaissé en fait nos patois. Je comprends totalement et c'est pour ça que je dis que pour moi le débat est creux quand on va sur ce territoire-là. Le débat est plus intéressant quand on va sur le territoire de dire que qui étions-nous avant? Que faisons-nous avant? Comment est-ce qu'on peut recréer cette dynamique? Comment est-ce qu'on peut réinfuser dans les canaux de diffusion diverses, dans les secteurs dans lesquels on servait à quelque chose de valable, qui va nous servir. En fait, c'est de dire que d'un côté, tu ne peux pas dire il y a appropriation culturelle et de l'autre côté, tu célèbres ce qu'on t'a apporté. Pour moi, il y a une dissonance. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'on ne peut pas être autant en contradiction dans le même truc. Et c'est pour ça que quand je vois les jeunes Africains qui sont très forts sur Internet, à tomber rapidement sur les maisons qui font des inspirations, des planches d'inspiration africaines en leur disant oui, ne vous appropriez pas notre culture. Mais en face de ça, ils ne valorisent pas leur culture. Je dis mais les gars, attendez, excusez-moi. Si au moins tu valorises ta culture, tu la montres d'une certaine façon, tu crées le récit, tu défends le récit, tu es dans cette propagande de qui tu es, avec une démarche peut-être économique accompagnée derrière, l'autre va même se sentir prématuré de le faire sans venir te parler. Quand je disais qu'on a laissé des champs ouverts, c'est que quand par exemple, comment est-ce qu'on raconte l'histoire des Maasai? Comment est-ce qu'on raconte l'histoire des Bamileke sur la terre, dans le reste du monde? Comment est-ce qu'on raconte l'histoire des Akans? Comment on raconte l'histoire des Ashanti? Est-ce qu'on se l'approprie assez? Est-ce qu'on ne laisse pas une place aux autres quand on s'intéresse trop à leur culture, trop à leur marque, trop à aller en vacances dans leur pays, quand on délaisse les nôtres? Je comprends. Franchement, je comprends et je comprends maintenant un peu mieux la notion de l'appropriation culturelle et peut-être un débat creux dans le sens où ce n'est pas le sujet finalement. C'est pas le sujet, n'est pas là. Et je trouve que quand on met autant d'énergie dans un sujet en disant oui, tu as fait ci, mais j'ai fait ça aussi parce que tu n'as pas fait ça. Tu m'as laissé un chantier, tu m'as laissé un boulevard. Est-ce qu'on n'a pas aussi dans cette posture-là, parce que je comprends et c'est toujours aussi, je trouve que c'est toujours un sujet aussi complexe parce qu'en fait, tu vois, c'est l'intersection de tellement de choses. Mais est-ce que aussi la vision que nous avons avec cet état d'esprit-là, où finalement on se dit, ok,
tu décides de prendre, je sais pas, mon DOP et faire ton truc, ça marche. Ah non, moi mon truc c'est que ne touche pas à mon DOP, parce que mon DOP je le respecte, parce que mon DOP chez moi c'est un tissu de royauté, parce que voici exactement ce que veut dire chaque motif qui est là-dessus. Je t'ai éduqué à respecter. Et tu dis quand même ne touche pas à mon DOP. Oui, je t'éduque à ne pas toucher à qui je suis n'importe comment. Oui, mais parce que tu as une position dans laquelle tu as la connaissance et donc tu as ce privilège d'avoir ce recul sur les choses. Et donc de pouvoir... Mais tu sais, il faut aussi être curieux de vouloir avoir la connaissance, tu sais. Parce que je me rappelle, après c'est peut-être aussi les conséquences de la colonisation, je ne dis pas que tout le monde a exactement au même niveau, parce que je pense qu'il y a une vraie recherche personnelle à avoir dans ces domaines-là, parce que c'est pas comme si dans nos pays c'est de notoriété, voilà, c'est divulgué au plus grand nombre et que les gens dans tous les musées peuvent aller dans un musée à Douala et découvrir que oui, voilà, ça fait partie de ma culture. Ça c'est aussi quelque chose que je trouve, il y a un gros chantier, il y a beaucoup de travail à faire. Mais je pense que si, par exemple, nous, par rapport à nos cultures, on était beaucoup plus dans la valorisation, beaucoup plus aussi dans la présentation sous une certaine forme, les gens nous respecteraient mieux. Parce que parfois, ils touchent à certaines choses qui pour nous sont sacrées, mais que nous ne valorisons pas comme sacrées. Donc du coup, eux, ils touchent, comme si, bon, c'est beau, nous on aime. Moi, j'avais vu une maison française, quand même, il y a quelques années, qui avait fait des rideaux en DOP. Je dis, mais mec, excuse-moi de devenir vulgaire, mais non, c'est précieux chez moi. On n'en fait pas des rideaux. Déjà, on ne les utilise pas comme ça, n'y touche pas. Ouais. C'est plus dans ce sens-là que je dis, on a un vrai travail à faire et que si on veut dénoncer à chaque fois les appropriations culturelles, mais qu'on soit prêt à mettre la même énergie dans la valorisation culturelle. Et c'est ça que moi je dis, franchement, moi ça me fait rigoler quand je vois quelques personnes ou bien une foule de personnes comme ça bondir en disant « Oh oui, vous avez touché ». Mais vous valorisez pas les gars. Ce n'est que maintenant, récemment, que Lee Dumas a écrit un livre sur le NDOP pour le décrypter. Pour décrypter les motifs, pour décrypter la signification des symboles, pour raconter le processus. Ça n'existait pas avant. Ouais, c'est clair. Et puis quand tu fais des recherches sur le NDOP, tu tombes sur 2 vidéos, dont un de nos frères qui a fait un super travail pour décrypter, parce que on peut considérer ça, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, comme des hiéroglyphes. En fait, il y a des signes, avec des symboles, avec des messages qui sont à l'intérieur. Et donc en fait, ce tissu-là sacré qui est tissé, il est mystique. Exactement. Mais il est mystique, sauf que quand on a démystifié en disant ton mystique, ton sacré ne vaut rien, est une sorcellerie, et qu'on l'a fait... Ouais, mais tu sais, tu es sur une place internationale où chacun joue pour son camp. Je sais, mais c'est important aussi. Autant je comprends ton point, autant je sais que l'impact traumatique qu'a la colonisation et cette démystification et cette désacralisation, qui n'a pas été quelque chose de très agréable, qui a été fait de manière violente. Et ça continue toujours de façon très sournoise. Elle est également transmise de la même manière que les familles françaises en Bretagne transmettent leur héritage de tissons, je sais pas, de plumassier, c'est la même chose. Donc c'est difficile également de se dire, ok les gars, vous valorisez pas, mais en même temps, il y a des choses qui ont été ancrées. Là, on est dans l'épigénétique, on est dans la transgénérationnalité, où il y a finalement des peurs et des hontes et même de la culpabilité, je pense, à valoriser notre sacralité, parce qu'à un moment donné, on nous a dit que c'était de la merde. Et tu vois, on revient à ce qu'on avait comme conversation au début, l'identité, l'appréciation de soi, la connaissance de qui on est et de ce qu'on vaut, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à soi. Parce que je pense que quand tu as un grand respect pour toi-même, tu peux pas laisser les autres te faire n'importe quoi. Quand tu as conscience de ce que tu peux apporter dans la discussion, tu ne peux pas laisser entendre n'importe quoi de qui tu es. Et je pense qu'on est de plus en plus dans cette acceptation de qui nous sommes. Donc du coup on est dans une forme de valorisation de qui nous sommes. On ne veut pas être comme les autres parce que notre singularité est unique. Je ne vais pas dire notre singularité est unique, mais notre singularité, c'est ce qui fait ce que nous sommes de plus profond et de plus vrai. Donc on ne veut pas être comme les autres. À partir du moment où on a accepté que ne pas être comme l'autre, c'est très bien, là, on peut commencer à avoir des discussions avec l'autre. Parce que mine de rien, quand je me retrouve l'année dernière, en 2019, sous la nef du Grand Palais, avec des arts et des savoir-faire du peuple bamilé qui est à côté des plus grandes galeries du monde entier, avec les plus belles pièces de France ou de Suisse ou du Japon,
Je n'envie rien à personne. Je n'envie pas ce qu'ils font. Je leur dis, j'aime beaucoup ce que vous faites, c'est très beau. Venez voir ce que nous faisons. On est dans un dialogue. Et je pense que c'est ce niveau de dialogue qu'on doit créer dans toutes les sphères, dans toutes les disciplines, et qu'on ne soit pas dans une sorte de « Ah, mais nous, on n'est pas assez bien pour aller au Grand Palais. » Est-ce que tu as toujours eu ce positionnement-là? Est-ce toujours cette force de caractère-là de se dire « Mais les gars, non, en fait, je connais ma valeur, je connais mon potentiel, et donc, on parle d'égal ou égal ou on ne parle pas. » Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui a été en toi? Je pense que la façon dont j'ai été éduquée tôt, parce que j'ai grandi dans un environnement où j'ai 6 frères, donc que des garçons. Wow. Mes 2 grandes sœurs sont beaucoup plus grandes que moi, donc j'ai pas vraiment grandi avec elles, j'ai grandi qu'avec mes frères en réalité. Donc très vite, en fait, je me suis forgé un caractère. On ne pouvait pas me dire que je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Je suis qui j'ai décidé. Et j'ai vraiment grandi avec cette dynamique-là de dire, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as pas de limitation. Donc je n'ai pas grandi avec une forme de limitation. Et du coup, je n'ai jamais eu peur d'explorer qui j'étais. Ouais. Très tôt, j'ai eu l'opportunité d'avoir des lectures sur le soi, l'introspection, de se questionner de qui on est, ce qu'on veut faire par rapport à l'environnement dans lequel on est. Je pense que ça, c'est une chance et il faut pouvoir exposer les gens tôt à prendre conscience que la personne qu'ils décident d'être, ce n'est pas la personne qu'ils deviennent, c'est parce que tu deviens ce que tu as décidé d'être. Ou alors tu vas dire oui, mon environnement a fait ci, mon environnement a fait ça. Mais dans tous les cas, c'est un choix. Ou ma couleur de peau a fait ci, bien sûr. Tu vas trouver toujours des excuses. Mais à partir du moment où tu te positionnes en je veux être ça, je veux faire ceci, rien ne peut t'arrêter. En fait, c'est redonner du pouvoir un pouvoir magique aussi, et ce mystique-là dont on parle, et ce sacré-là, de se dire, en fait, je peux être exactement qui je veux. Alors, en effet, il y a des circonstances, il y a des environnements dans lesquels c'est plus difficile, mais fondamentalement, on peut être qui on veut. Mais il faut avoir conscience de ça, et pour avoir conscience de ça... il faut avoir la chance d'y être exposé tôt. Soit tu as une éducation exactement t'exposer tôt, soit à un moment donné dans ton parcours, dans ton chemin de vie, dans ton initiation, tu prends suffisamment de gifs pour te dire qu'en fait, tu peux décider et que tu fais des tests et tu te rends compte que, en fait, j'ai fait ça, oui, je peux vraiment être ça. Donc, au bout d'un moment, tu commences à avoir dit trust myself et arrête, mais l'objectif, je pense qu'un des goals, c'est que tout le monde arrive à avoir cette liberté-là, mais en même temps, tout le monde n'y est pas. En fait, on est dans une société qui nous pousse tellement à tous nous ressembler, à envier les autres, surtout aujourd'hui avec la digitalisation de ce qui serait bien. Des influenceurs, je déteste ce mot. Je trouve que de s'appuyer sur quelqu'un pour être influencé à faire quelque chose, surtout dans certains cas, c'est très grave. Parce que du coup, quand tu te laisses influencer, parce que je pense qu'on se laisse influencer, parce qu'on est faible, on est des humains, fondamentalement, on a des faiblesses. Mais à un moment, il faut se laisser influencer par soi-même. Donc, il faut prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps avec soi, d'éteindre son téléphone, de poser un moment, même si on ne sait pas méditer, de rester seul, avec soi et essayer d'explorer ce qu'on ressent. Parce que des fois, on n'explore pas ce qu'on ressent, on ne questionne pas ce qu'on ressent, on se laisse juste submerger par des émotions et on réagit. Moi, je trouve qu'on est entouré aujourd'hui de réactionnaires qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de vision, mais qui réagissent comme ça à des choses auxquelles on les a exposés. Je ne dis pas la façon dont ils sont exposés n'est pas mauvaise, parce que franchement, si en longueur de journée, tu es harassé par la même information, à un moment, elle a une influence sur toi. Mais il faut apprendre à prendre des écouteurs, à mettre dans tes oreilles, dire, those are noises. I don't see you, I don't hear you, I hear me. I don't care. I don't care, I hear me first. Donc, je pense que c'est une aptitude qu'on doit développer. Et je pense que quand on arrive à ce niveau de connaissance de qui on est, je ne dis pas qu'on est tellement sûr de soi parce qu'on sait exactement qui on est. On a toujours cette part de je ne sais pas, cette part j'explore, cette part de j'avais essayé mais je me suis trompée, c'est pas exactement où je devais aller. Mais il faut qu'on soit assez à l'aise avec ça pour se dire qu'on n'attend pas que l'autre nous dise où on doit aller, mais on doit tester et se tromper et corriger et aller vers ce à quoi on aspire. Mais ne pas se laisser comme ça influencer par les autres parce que tel a dit, c'est vrai. Non, faut faire gaffe. Faut faire gaffe parce qu'aujourd'hui, en plus, avec les réseaux, tout le monde est savant, tout le monde est expert, tout le monde sait quelque chose sur quelque chose. À ce moment-là, prends ton temps, éduque-toi, sois curieux, documente-toi, mais donne-y du temps. Parce que c'est aussi souvent pour moi par paresse qu'on se laisse influencer parce qu'on n'a pas le temps de prendre le temps d'apprendre.
Donc du coup, on est pressé de vite faire, ou de vite faire bien. Parce que l'autre a dit que ça c'était bien, on va courir vers ça. Parce que l'autre a dit que c'est la marque du moment, on court vers ça. Donc je pense que tout ce qu'on vit aussi aujourd'hui à l'échelle du continent africain, dans les sphères créatives, de cette réappropriation, de ce coup de balai que beaucoup de jeunes ont donné à ce qu'on leur avait imposé, ce qu'on avait imposé à leurs parents, c'est peut-être parce qu'on a pris plus conscience. Mais tu sais pourquoi on a pris plus conscience? Parce qu'on a voyagé, on sait lire, on sait se documenter, on sait apprendre à savoir en fait. Parce que aller à l'école, oui, il faut apprendre à savoir, il faut apprendre à comprendre ce que tu lis dans un livre, parce qu'on peut lire toute la même chose et comprendre 10 choses différentes. Et puis apprendre à chercher l'information, parce que l'information qui t'est donnée, c'est une information qui a été packagée exprès pour toi, pour un objectif. Donc à partir du moment où tu comprends que c'est un terrain de jeu, chacun joue pour son camp, c'est quoi ton camp? Exactement. Quel est ton camp? Donc, au lieu de venir pleurer dans les chaumières... Ça, c'est très pragmatique. Au lieu de venir pleurer dans les chaumières, oui, mais on nous a encore approprié. Oui, mais ces gens qui nous ont imposé, qui nous ont colonisé. Oui, mais... So what? What's next? It's still the game, huh? And you're still losing. What are you going to do about it? So, be real. Oh my God. Donc, au lieu d'être dans cette posture de se plaindre, organisons-nous. Let's strategize. Mettons en place des stratégies. Soyons patients, soyons téméraires, soyons résilients, parce que si eux, ils ont bâti des trucs en 100 ans, c'est pas nous là qui allons les faire en 5 ans. Parce que moi, je vois plein de gens qui sont super pressés. Ils veulent avoir tout sans rien faire. Et ça, c'est aussi notre génération, parce que bon, avec ton téléphone, en réalité, on te donne l'impression que tu peux avoir tout sans rien faire, mais ça n'existe pas. Le téléphone ou les réseaux digitaux, ce n'est qu'une extension de la vie réelle. Donc déjà, il faut avoir une vie réelle avant d'aller sur les canaux digitaux pour diffuser des choses. Et je trouve que c'est ça qui est encourageant dans notre nouvelle génération d'Africains. C'est que parce qu'on a voyagé, parce qu'on a fait le tour du monde pour beaucoup, on a été sur tous les continents, on a vu des choses, on a compris, on a appris à décrypter. Et moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'est qu'en voyageant dans les pays des autres, j'ai vu qu'ils avaient une fierté de qui ils étaient, ils avaient une fierté de ce qu'ils faisaient, et ils faisaient l'exercice de le valoriser. Donc quand tu vois ça, tu te retrouves un peu comme un zombie, parce que tu dis que oui, mais moi alors, qu'est-ce que je raconte comme histoire? À quel ancrage je m'attache? Quelle est ma racine? Et je pense que si on est un peu plus dans cette quête de quelle est ma fondation, on peut plus facilement se retrouver dans une posture de tu peux être qui tu veux, tu viens de où tu veux. C'est pas mon problème. La discussion qu'on a là, c'est une discussion d'égal à égal. Parce que moi, dans mon pays Bamileke, quand je rentre dans mon village là, il y a des codes que tu ne maîtrises pas. Donc laisse-moi te les expliquer. Du coup, on est à égal. Tu vas me dire, oui, les Champs-Élysées, c'est codifié. Oui, le 8e arrondissement, c'est codifié. Mais quand tu viens dans mon village là, c'est codifié. Donc ne crois pas que tu es chez les... Appelle ça comme tu veux, c'est ta langue. Tu as appelé ça dans ta langue des indigènes. Nous, dans notre langue, on s'appelle des fois les Toubabs, on donne tous les noms qu'on veut. Chacun dit ce qu'il veut. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est sur un terrain de jeu. Et c'est pas à chaque fois que tu tombes, tu te ramasses, tu vas venir pleurer en disant « Ah, il m'a poussé, je suis tombée. » En tout cas, moi, c'est ma posture. Ouais. Je ne crois pas que dans l'être humain, il y a cette petite part de bon sens qui dit « Oui, mais il est faible. Fais attention à lui quand même. » Ouais, ça serait bien si c'était présent, je pense. Mais l'histoire du monde nous a montré que ça n'existe pas. À l'échelle globale, j'ai l'impression que c'est plus complexe. À l'échelle individuelle, je pense que quand tu es justement dans cette « ok, je m'écoute et je suis dans l'essence et pas dans l'influence de ce qui m'entoure », il y a cet altruisme-là, il y a cette bonté-là, il y a même parfois ce discours d'égal à égal, mais encore faut-il que ces deux personnes soient sur la même fréquence. Et ça, parfois, c'est ça qui est le plus compliqué. Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, tout ce chemin? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que toi, tu crées... En fait, il y a une forme d'artiste en toi qui crée en allant. C'est-à-dire que tu passes tu as fait quoi? Du management, de luxe, puis ensuite tu passes, tu dis ok, Moonlook, ok, j'ouvre une galerie, bon, je ferme ça. Ok, c'était bien, on a tenté, mais ça marche, on passe à autre chose. Et puis, enfin... Qu'est-ce que ça t'a appris tout ça en fait sur toi-même? Parce que je suppose que tu n'es plus la même personne entre il y a 5 ans et qui tu es aujourd'hui. Bah moi, comme je dis tous les jours, c'est que je suis à l'école de moi-même. Je découvre tous les jours que je peux faire plus, que je peux donner plus, que toutes les limitations que je peux avoir, c'est celles que je m'impose, ou bien c'est celles que je me martèle à longueur de journée, et que
Et je suis aussi devenue comme ça parce que j'ai essayé de comprendre à la racine à quoi je pouvais servir. De dire que je ne pouvais pas toujours être dans une dynamique de j'attends que les autres me donnent ou j'attends que les autres me disent, mais de qu'est-ce que je pourrais proposer. Et je pense que j'ai réussi peut-être à avoir cette posture-là parce que j'ai travaillé, par exemple, le secteur dans lequel je travaillais avant, c'était le groupe dans lequel je travaille, c'était les meilleurs. Donc quand tu travailles par exemple aux côtés des meilleurs dans un domaine, tu comprends leur dynamique de pensée, tu vois leur posture par rapport à ce qu'ils font. Et comme on dit, vraiment, l'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est du faux gazon. Donc, il faut savoir apprécier ce qu'on Bien a sûr. en fait. Et ce que toutes ces grandes maisons, ces grandes marques, ces grands artistes, toutes ces grandes personnes qu'on apprécie, qui sont dans les livres d'histoire, tous ceux qui n'ont jamais vraiment fait, ce n'était qu'accepter qui ils étaient et ce qu'ils avaient à donner. C'est-à-dire, they own it, you know. Et ils poussent chaque jour un peu plus dans leur retranchement. Ils poussent pour dire qu'est-ce que je peux donner de plus, qu'est-ce que je peux donner de plus. C'est ça qui les pousse à développer des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Parce qu'ils ont eu la possibilité de s'asseoir un jour et de pousser dans leur retranchement de jusqu'où est-ce que je peux aller. Et je pense qu'on devrait être un peu tous dans cette posture-là, quel que soit le domaine dans lequel on est. Et c'est ça, vraiment être créatif. C'est que tu imagines quelque chose qui n'existe pas, tu le visualises et tu l'actualises. Yes. Donc, tu pars d'une émotion que tu aimerais ressentir et tu te demandes quelle action est-ce qu'il faudrait que tu poses pour que cette émotion naisse. Et ensuite, quand tu la poses, cette action, tu fais le refresh pour être sûr que tu as vraiment ressenti ce que tu avais imaginé et tu corriges et tu avances. Et je pense que quand on est dans cette posture-là, on peut devenir le master dans sa catégorie parce que personne ne sera jamais meilleur que toi par rapport à toi-même. Tu seras toujours la meilleure version de toi que tu vas chercher à être. Donc, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu n'as personne à rattraper. Va à ton propre rythme, comprends que tu es sur un terrain de jeu, améliore-toi au quotidien, mais sois authentique. Quand je dis sois authentique, fais quelque chose qui vibre pour toi. Ouais. Ne fais pas quelque chose qui vibre par rapport à quelqu'un qui t'aurait influencé. Après, il y a des bonnes influences. Je ne dis pas que toutes les influences sont mauvaises, mais il faut toujours, moi je pense, essayer de se connecter à soi. Parce que ce n'est que là où tu pourras puiser la plus grande force. Parce que la plus grande force et la plus grande faiblesse, les deux sont en nous. Et quand on ne se pose pas les bonnes questions, on n'a pas les bonnes réponses. Et je pense, voilà, c'est un peu... Je pense que c'est un peu comme ça que moi je fonctionne par rapport à ce que j'essaye de construire. C'est pour ça que je peux avoir... Les gens ont l'impression que, mais comment elle fait ça, tout ça, comme ça, avec aisance et tout. Mais non, c'est pas avec aisance, c'est toujours dans la douleur. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'apprentissage dans... Il n'y a pas de transformation sans tu vois, douleur. Mais oui. Clairement. Donc je suis curieuse de savoir jusqu'où je peux aller. Et je pense que c'est cette curiosité-là de savoir jusqu'où je peux aller qui me donne l'audace, en fait, d'oser, de tester et qui me permettent aussi d'accepter de me tromper. Parce que se tromper et échouer font partie du succès, en Exactement. fait. Donc, je pense qu'en ayant cette posture-là d'authenticité vis-à-vis de soi, on ne peut être que créatif dans tout ce qu'on fait. Que ce soit dans les domaines financiers, dans le domaine industriel. Si on se met en fait, you put yourself on the edge, you always find solution. Yes, sinon tu tombes. Mais c'est bien de tomber. Oui, c'est bien sinon, tomber. tu apprends à te relever. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, t'imagines si on laissait pas la possibilité aux enfants quand ils apprennent à marcher de se relever. On dit t'es tombé. Ah bah non, s'il vous plaît, je pourrais avoir une autre version parce que là mon gamin ça le fait pas. C'est parce qu'il te fait 1 bobo, 2 bobos, 3 bobos et là tu crées une pommade pour que les bobos ça ne gonfle plus de la même façon. Exactement. Je veux dire, c'est aussi ça qui pousse à l'innovation, c'est le bien-être en fait, l'envie de se sentir bien dans sa peau et ça qui aspire à l'inventivité, la créativité. Et moi je pense en tout cas que c'est la fondation de la créativité et finalement la culture n'est que l'expression de ces différentes formes de créativité et parfois on a des cultures des socles de valeurs qui créent des sous-cultures que tu peux retrouver dans toutes les communautés du monde et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui les Africains, plus que de dire l'art africain, les Africains devraient exprimer leur art, raconter leurs histoires. Parce que même encore dans ces histoires africaines, il y a encore des courants d'histoire. Complètement. Il y a il y a encore des sous-branches, des sous-branches, des sous-branches. Et c'est pour ça que je dis que c'est un domaine tellement passionnant, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir.
Et on apprend en faisant qu'on peut toujours faire mieux et qu'il n'y a pas de fin. Et la fin, c'est celle qu'on décide en fait. Et je pense qu'à la fin de la journée, si on aspire à être bien, à ce que les autres qui sont autour de nous soient bien. Moi, par exemple, je sais que j'ai une responsabilité vis-à-vis du continent africain, de dire que maintenant que j'ai eu l'opportunité de m'expatrier, de voir autre chose, de voyager, de me cultiver, d'être au contact des personnes les plus importantes de ce monde, qui prennent des décisions qui impactent des milliers de personnes, et d'avoir compris leur modèle de réflexion et de fonctionnement, je ne peux pas me permettre de ne rien faire. J'ai l'obligation de donner en tout cas l'envie aux autres au moins d'essayer. Et de ne plus être dans cette posture de on nous a fait ci, on nous a fait ça. Mais de dire que mais vous savez que l'autre vous a fait ça parce qu'il aspirait à son bien-être à lui. Donc, et comme à la fin de la journée, on est tous quand même des descendants de primates, j'aime bien dire ça, bah, chacun va essayer de tirer la couverture de son côté. Donc, il faut qu'on apprenne nos mécanismes de défense aussi. Ou nos mécanismes d'acceptation des offenses. Je ne sais pas comment je peux accepter ça, mais voilà, il faut qu'on développe une carapace qui nous permette de ne pas être toujours sur le côté des faibles. Ouais, tout un vaste programme. Et d'ailleurs, en parlant de programme, quel est le tien? C'est quoi ton actualité là pour les prochains... Il nous reste que 2 mois avant la fin de l'année. Je ne sais pas quand est-ce que cette émission va sortir, mais c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, comme je te disais, vraiment jusque-là, on va dire que les 7 dernières années sur l'entrepreneuriat, il y avait les aspects économiques qui étaient très importants parce que c'était un peu la suite de ma formation professionnelle et de mon parcours dans une entreprise un peu dans le circuit capitalistique. J'étais très portée sur l'économie, sur le fait de créer la valeur et tout ça. Mais j'ai compris aussi que de façon... la raison pour laquelle l'économie ne se développait pas à une certaine échelle, c'est qu'il y avait un déficit de formation. Et un déficit de culture. Et aujourd'hui, je suis en train de m'organiser pour m'entourer d'un écosystème qui peut favoriser la diffusion de la culture et qui peut aussi favoriser la formation et l'apprentissage. Je trouve que nos continents, en fait, on a tendance à être trop attirés par le tertiaire, mais pas assez par les éléments de la nature. Je pense que l'homme vit dans un environnement naturel et qu'il doit apprendre à transformer ce que la nature lui a offert. Et qu'en étant juste dans le tertiaire, on n'a pas la réponse à comment on peut améliorer la vie au quotidien. Donc, c'est ça que mes questions touchent souvent au métier d'art, à la transformation de la matière, comment vivre en harmonie avec son écosystème, comment créer des solutions durables pour son environnement et sa communauté. Donc, mon programme pour les prochaines années, ce sera de consolider un peu plus cette partie éducation, en lançant des programmes. Par exemple, sur Moonlook, on sera plus sur un format accélérateur, c'est-à-dire essayer de recruter des jeunes talents qui ont vraiment quelque chose, qui ont une vision esthétique ou un savoir-faire, ou aspirent à développer un savoir-faire, les aider à s'organiser, à avoir accès à un réseau de diffusion, à avoir accès au capital, parce qu'à la fin de la journée, c'est aussi ce qui permet de faire, c'est avoir les moyens, ou avoir accès à un perfectionnement en termes d'éducation. Et dans un second temps, créer de plus en plus de formats de contenu qui permettent de diffuser la culture. Donc là, sur la fin de cette année, on a testé un format qui sera un format de création de contenu pour un format festival, c'est-à-dire avoir une forme de création de contenu en ligne, de création de contenu qui soit diffusable en ligne et qui donne accès aux gens à la connaissance sur un pays, sur une culture, sur un savoir-faire. Donc 2021, l'idée c'est d'avoir 4 éditions, 4 nouvelles éditions. Ensuite, à côté de ça, sur la partie plus culturelle, toujours, donc c'est célébrer, c'est faire connaître, développer. Ce sera aussi d'accompagner une exposition autour des métiers d'art en tant que responsable des programmes pour une association, pour une initiation à but non lucratif qui a vocation à faire valoir et présenter sur la scène internationale les savoir-faire du continent africain. Donc, il y aura un rendez-vous au Grand Palais en juin dans le cadre de ce programme-là. Et enfin, voilà, comme je disais, je veux vraiment consolider l'éducation. Donc, je continue à chercher des partenaires pour monter des programmes de formation, mais destinés au perfectionnement des artisans, qui permettent de donner les moyens aux gens de mieux faire, de leur donner les ressources pour mieux faire leur travail et créer un environnement favorable autour d'eux. Donc déjà, je vais poser ces pierres-là. Ah, c'est chiant. T'as quitté, tu parles de juste un an.
Non, mais c'est des pierres que je dois poser l'année prochaine qui vont ensuite grandir dans autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, mes 3 piliers sont vraiment l'éducation parce que c'est fondamental. Ouais. La culture parce que plus on diffuse qui on est, plus on raconte son histoire, plus aussi les autres nous connaissent et que demain, ils vont réfléchir plusieurs fois avant de dire « Ouais, je vais faire une collection inspirée de... » Voilà. Au moins, il y aura un socle de connaissances sur lequel ils peuvent s'appuyer ou un réseau de personnes qui peut les accompagner, que ce soit une discussion et pas je viens prendre parce que c'était là, j'ai vu personne regarder, j'ai pris. Et ensuite, la partie économique, parce que bon, c'est ça qui permet aussi à nos communautés de se développer, même si sur le continent c'est très challenging avec le manque d'infrastructures de base. Mais bon, on va essayer de trouver des solutions innovantes pour continuer à faire les choses et permettre aux communautés locales de se développer grâce au savoir-faire, grâce aux matières premières, de transformer le maximum de choses en Afrique, de revaloriser l'artisanat, de revaloriser les savoir-faire et les héritages culturels à travers les savoir-faire. Ça fait quand même un sacré chantier, mais je me dis, voilà, j'avais choisi ce chemin pour ne pas m'ennuyer, donc c'est pas grave si parfois... Ça, c'est juste pour ne pas m'ennuyer, mais quand je veux performer, c'est un autre programme. Donc, non, mais je pense que performer, le challenge vient aussi on performe mieux quand on est vraiment challengé, quoi, tu vois. Quand on est challengé par une notion de oui, je vais juste faire plus d'argent pour mes actionnaires, je trouve que c'est pas à la fin de la journée, bon. Le why n'est pas assez fort. Alors que là, voilà, c'est vraiment aussi donner la possibilité aux autres d'être la meilleure version d'eux-mêmes en leur donnant les outils. Ouais. Donc je trouve que voilà, c'est aussi ma responsabilité. J'ai eu la chance d'aller à l'école, d'être éduquée, d'avoir accès à toute cette plateforme de connaissances. Donc j'aimerais que le maximum de personnes puissent avoir aussi accès. Et qu'on fasse un peu plus des êtres humains qui marchent sur les pieds, qui ont la tête bien haute, que des zombies qui attendent qu'on les influence avec le dernier truc, quoi. Donc, où est-ce que les téléspectateurs peuvent te retrouver, trouver toutes les informations à ton sujet? Alors, donc, je suis très accessible. C'est vrai que les gens ont toujours le sentiment que je ne suis pas accessible, mais sur notamment le réseau Instagram, je ne suis pas toujours très active. J'ai une page personnelle pro-perso, on va dire, professionnelle. Voilà, je raconte très peu ma vie personnelle parce que je trouve que ça n'apporte rien au schmilblick et qui raconte au moins mes travaux, ce que je fais, comment je fais, où je vais, mes différents projets, programmes, c'est sur Instagram, donc c'est Nelly Wanji. Ensuite, Facebook, j'y suis moins. Sur LinkedIn, de temps en temps, j'ai des propos un peu plus élaborés sur mon processus d'entrepreneur, donc je raconte aussi là-bas. Sinon, la meilleure façon de me contacter, c'est m'envoyer un email. Je réponds à mes emails, même si des fois je peux prendre une semaine, 10 jours pour répondre, mais je réponds à mes emails. Après, bon, si l'email n'est pas intéressant et ne gravite pas dans mon univers, j'attendais je vais paraître rude et je ne vais peut-être pas répondre parce que bon, je ne serais pas gaspiller l'énergie que les autres ont besoin ailleurs. Mais si je réponds pas à un email, c'est que c'est vraiment pas intéressant et que comme dans ma tête, il y a toujours 10 000 trucs que j'ai oublié celui-là, mais j'essaye d'être polie et de répondre toujours aux gens en disant merci, au revoir. Donc je suis assez accessible par mail et par Instagram, tous les canaux de communication qui existent aujourd'hui pour interagir les uns avec les autres. Ok, et bon, une dernière question avant qu'on clôt. Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui ne se trouvent pas créatives? Qu'est-ce que tu as comme message à dire? Avec gentillesse. Non, je pense que tout le monde est créatif, mais beaucoup de gens pensent qu'on est créatif que quand on s'exprime dans les domaines, je sais pas, plastiques ou... Je pense que même le simple fait de trouver une solution différente à la solution standard, c'est déjà de la créativité. Yes, complètement. Et il y a plusieurs formes de créativité. Et comme on disait dans notre conversation, c'est que la créativité n'arrive qu'au moment où on se pousse un peu dans ses retranchements, au moment où on est face à une situation inhabituelle. Du coup, on doit trouver une solution. Le simple fait de trouver une solution à un problème, pour moi, c'est de la créativité. Parce que pour imaginer quelque chose qui n'existe pas, lui donner vie et résoudre un problème, c'est ça la créativité. Donc les gens, il ne faut pas toujours penser que c'est utiliser des crayons pour dessiner ou faire de la peinture ou faire de la couture qui est de la créativité. Et je pense que ceux qui disent qu'ils ne sont pas assez créatifs, c'est peut-être parce qu'ils ne se poussent pas assez dans leur retranchement et qu'ils restent trop dans leur zone de confort
et qu'ils maîtrisent déjà exactement tout ce qu'il faut faire. Et peut-être ils vivent une vie un peu mécanique. Et c'est ça qu'ils se disent qu'ils ne sont pas créatifs. Et je pense que même déjà le simple fait de dire, ok, je sais que le métro arrête à 1h, je vais sortir à 1h30. Je vais être très créatif sur la façon d'arriver à ma destination. Ça c'est de la dépend où tu habites. Non, mais je sais pas, je dis ça comme ça, c'est un exemple. Ouais. Mais c'est juste le simple fait de mettre ton esprit à la recherche d'une solution autre, différente de ce que tu connais. C'est de la créativité. Il en faut pour pouvoir trouver des solutions. Et je pense que tous les hommes sont créatifs. Après, il y a la créativité il y a une méthodologie de création, dans la méthodologie qu'on va apprendre de comment on pose les pierres pour arriver à sa solution. Mais il y a aussi de l'intuition, il y a aussi l'écoute de l'autre. Donc je pense que ceux qui disent qu'ils ne sont pas créatifs, c'est peut-être ceux qui vivent une vie mécanique. À ce moment-là, je les inviterais à être plus curieux, à sortir, à voir des choses différentes, à s'exposer à des palettes de couleurs, des formes, des choses différentes. Et l'esprit est encore plus créatif que nous ne pensons. Peut-être quand ça devient automatique, on se dit « oh, on n'a pas créé ». Mais quand on prend toutes ces informations-là, on donne des informations à notre esprit. Et notre esprit nous crée des solutions quand on est dans des postures difficiles ou dans des postures inhabituelles. Donc pour ceux-là qui ne se trouvent pas assez créatifs, moi je leur dirais sortez un peu de votre zone de confort, vous allez voir à quel point vous êtes créatif. En tout cas, merci infiniment Nelly d'être venue pour faire cette émission. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est des conversations passionnées et on se challenge. Mais ce que je trouve hyper intéressant et hyper enrichissant, c'est cette capacité justement de confronter les idées et de ne pas se sentir en insécurité en se disant « non mais attends, mais de quoi elle parle ?» Et ça, je trouve que tu as à la fois cette force, tu vois, et de dire les choses sont comme ça et c'est comme ça que je les pense et je les dis telles qu'elles le sont. Et je trouve ça assez inspirant. Et à la fois, tu laisses la place pour s'exprimer. Donc, merci infiniment pour ce dialogue. Merci infiniment pour m'avoir invité. Et j'ai passé un super moment en ta compagnie. Bon, merci infiniment à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. On mettra toutes les informations sur Nelly Wanji dans la barre d'infos. Et en attendant, n'oubliez pas que vous êtes les artistes de votre vie. Soyez créatifs. Arrêtez de vivre des vies mécaniques. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Et à très vite dans Amulart sur YouTube. À bientôt.